Les cafards qui envahissent notre pays doivent dégager. La tentative d'attentat à la bombe de Garden City a été la plus grosse affaire de ma carrière. Ces musulmans, je les aime que morts. Leur haine était telle qu'elle faisait peur à voir. C'était tout bonnement abominable. Ils voulaient tuer le plus de musulmans possible à leur niveau. Cette attaque aurait eu la même ampleur que celle qui a eu lieu à Oklahoma City. Mon père était informateur. Il agissait secrètement. Il était tiraillé parce qu'il avait peur de mettre en danger toute notre famille. Dan Day est sûrement la personne la plus courageuse que je connaisse. Mon père savait qu'il risquait gros, mais il a trouvé le courage de continuer sa mission. L'une des missions du FBI, c'est d'enquêter sur toutes les menaces d'ordre terroriste. C'était effrayant. On devait les arrêter. Je suis l'agent spécial Amy Kuhn. Bienvenue dans FBI, enquête en immersion. J'ai toujours été intéressée par une carrière au sein du FBI, mais je ne pensais pas que c'était accessible pour n'importe qui. Je viens du Kansas. J'ai grandi dans un ranch. Ma famille avait des chevaux et du bétail. Ma plus grande peur, c'est d'avoir les connaissances et l'entraînement nécessaires pour protéger des gens de quelque chose d'horrible, mais de ne pas pouvoir le faire. Garden City est un petit bijou dans l'ouest du Kansas. Des personnes issues de plein de cultures différentes sont arrivées ici, la plupart pour trouver du travail, et elles sont restées. Au fil des années, l'usine de conditionnement du bœuf a ramené différentes populations. Il y a d'abord eu beaucoup de Mexicains, puis des gens d'Amérique centrale. Récemment, il y a des gens qui viennent de Somalie. Ils ont quitté leur pays qui est ravagé par une guerre civile. Pour les habitants de Garden City, même s'ils connaissent les bienfaits que la diversité a amenés depuis des années, les Somaliens sont différents des autres populations. Ce sont les premiers immigrés qui sont musulmans. C'est ça la différence. Je suis né à Mogadiscio. Quand j'habitais encore en Somalie, ma ville était vraiment une zone de guerre. Ma mère m'a raconté que mon père a été tué par un tir de bazooka ou quelque chose du genre. Il marchait vers la maison et puis il est mort, comme ça. Depuis qu'on est arrivé ici, notre vie est incroyable. On est très heureux. On a rencontré des personnes gentilles. C'est une nouvelle vie. On n'a plus besoin d'être constamment sur nos gardes. J'ai enfin trouvé l'endroit où je me sens pleinement chez moi. En 2015, Daesh était présent en Irak. Ils étaient présents en Syrie. Cette présence a eu des conséquences. L'une d'elles a été un sentiment de peur chez les populations en général. Je pense que beaucoup de gens avaient peur que Daesh finisse par arriver chez nous. C'était avant l'élection de Donald Trump. On entendait cette rhétorique en boucle tous les jours dans les médias. Je n'arrive toujours pas à croire que c'est ici que tout a commencé. On a reçu plusieurs appels qui mentionnaient un flyer envoyé à la bibliothèque. En ligne, certaines rumeurs disaient que 2 ou 3 hommes venus de Somalie essayaient de recruter des soldats pour rejoindre l'État islamique. Si Daesh recrute des soldats à la bibliothèque du comté de Finlay, je ne vais pas laisser passer ça sans rien faire. En 2015, j'avais pris l'habitude d'aller courir avec mon père. On passait devant la bibliothèque. Sur le chemin qu'on empruntait, il y avait une pancarte accrochée avec un message pro-Palestine et un drapeau palestinien. Mon père a montré la pancarte à l'un de ses amis. Les gens ont tendance à être conservateurs ici, donc ils sont plutôt pro-Israël. Son ami nous a invités à un barbecue qui se tenait quelques jours plus tard. Quand on est allé au barbecue, on pensait qu'on allait parler de l'affiche pro-Palestine. Mais on s'est rendu compte que ça n'avait aucun rapport. Il y avait plusieurs hommes en tenue de camouflage. Ils portaient des armes à feu.
Ce n'est pas rare dans ce quartier, mais bon, on ne s'attendait pas vraiment à ça en venant. Au début, ils parlaient de politique. Ça semblait être tout à fait banal. Ils discutaient entre eux et ils avançaient des propos un peu saugrenus pour justifier leurs croyances. Mais ensuite, ils ont sorti le drapeau qu'on avait vu au niveau de la bibliothèque et ils l'ont fait passer de main en main. Ils ont commencé à parler des musulmans et des inquiétudes qu'ils avaient à l'égard de cette population. C'est là qu'on a compris que c'était une réunion de milices. Ils pensaient que le drapeau palestinien était la preuve d'une sympathisation avec l'extrémisme islamique. Ils voient tout ça comme Daesh. Ils ont commencé à s'énerver et à raconter n'importe quoi sur les musulmans. Ils ont propagé cette rumeur qui disait que la communauté somalienne recrutait des soldats pour Daesh. Mon père était choqué que des gens puissent complètement délirer au point de tirer ce genre de conclusions sans avoir aucune preuve à leur disposition. Le fait d'être raciste ou de discriminer quelqu'un purement parce qu'il vient d'un certain endroit, c'était complètement absurde pour lui. Mon père est né et a grandi dans le Kansas. Il était sans aucun doute pour le Parti conservateur. Il défendait le droit de détenir des armes. On allait tirer en famille. Mais ce n'était pas le genre de personne qui aurait rejoint une milice. Il était trop croyant pour faire quelque chose comme ça. Pour lui, chaque vie avait de la valeur et de la dignité. Il croyait aussi à une certaine vision des États-Unis, comme étant une nation de fraternité et d'unité. Notre objectif, c'était de trouver quelqu'un qui avait vu ce flyer et qui voulait bien nous en parler pour savoir si ce papier existait réellement. En faisant des recherches sur les réseaux sociaux pour savoir d'où venait cette rumeur, on est tombé sur quelqu'un qui nous a raconté que c'était un de ses amis qui lui avait dit qu'il avait vu le flyer. On lui a donc demandé si on pouvait parler à cet ami en question. Mon père a reçu un appel. C'était un ami à lui et il lui a dit « Salut, il faut que tu viennes chez moi tout de suite ». Quand il est arrivé, on s'est présenté et on lui a dit « On travaille pour le FBI et on a cru comprendre que vous aviez des informations sur ce qui s'est passé à la bibliothèque. » Il nous a dit que oui, et qu'il ne s'agissait pas du drapeau de Daesh. Ensuite, il nous a parlé de la milice des Sleeper Centers qui s'était formée dans la ville. Une milice en tant que telle, ce n'est pas forcément inquiétant. Mais quand une milice commence à parler d'utiliser la violence pour arriver à un changement politique, là, ça devient inquiétant. La milice qui s'était regroupée avait peur de l'État islamique et des Somaliens qui vivaient ici. En règle générale, quand les gens pointent du doigt un certain groupe en particulier, les choses peuvent facilement déraper. Le FBI avait connaissance de l'existence de la milice Sleeper Centers en tant qu'organisation nationale. Grâce aux flyers envoyés à la bibliothèque et à nos recherches sur le terrain, on savait que les Sleeper Centers, des patriotes du sud-ouest du Kansas, avaient créé une nouvelle branche dans notre région. J'ai dit à Robin que j'allais peut-être demander à Dan de nous aider en infiltrant cette milice pour devenir notre source. Mon père est rentré à la maison ce jour-là et il nous a raconté qu'il avait parlé au FBI. Le FBI lui aurait suggéré de rejoindre la milice et de les informer de tout comportement potentiellement suspect au sein du groupe. Nous, on a trouvé ça plutôt stylé. On s'est dit que c'était la personne parfaite pour cette mission. Dan était quelqu'un de réservé. Il ne représentait pas une menace d'une quelconque manière. On le voyait plutôt comme un suiveur et un ami. Après ça, il a repris contact avec les membres de la milice qu'il avait vus au barbecue. Il a commencé à aller à leurs réunions. Au fur et à mesure, il est devenu ami avec eux. Il devait y avoir une vingtaine de personnes qui faisaient partie des Sleeper Centers au Kansas. Ils ont commencé à élaborer des stratégies pour surveiller certains réfugiés somaliens qui habitaient à Garden City. Dan a effectué plusieurs fois des exercices d'entraînement au tir avec la milice des Sleeper Centers. Et puis, on a eu connaissance d'un autre homme au sein de la milice qui faisait très peur à Dan. Patrick Stein est venu s'entraîner avec eux. Dan nous a informé que Patrick parlait énormément des musulmans et qu'il était très en colère contre cette communauté.
Il a d'ailleurs décrit les musulmans comme étant, selon ses propres termes, des cafards. À partir de ce moment-là, on a commencé à comprendre qu'on devait peut-être s'intéresser à ce Patrick Steyn. On a découvert que Patrick Steyn avait grandi dans une famille qui avait une ferme au Kansas. C'était un Américain conservateur. Il travaillait dur, du moins en apparence. Au fil de leur discussion, mon père a fini par comprendre que le 11 septembre a été le point de non-retour pour Steyn. À partir de là, il a déversé toute sa haine sur les musulmans. Le FBI a demandé à ce que mon père devienne le meilleur ami de Patrick Steyn. Quelqu'un à qui Steyn pourrait tout dire et allait tout dire. Patrick Steyn souhaitait voir où se trouvaient les commerces de la communauté somalienne. Il voulait faire du repérage avant de commencer à les surveiller. Il a proposé à Dan de lui faire une visite guidée de la ville. Au fur et à mesure de leur visite, Patrick Steyn s'est montré de plus en plus furieux. Il était en colère de voir des Somaliens vivre normalement au sein de notre communauté. À un moment, à une intersection, il voit deux femmes somaliennes qui passent à côté d'eux à pied. Patrick regarde les deux femmes et il a complètement pété un câble. Il disait à mon père, « Regarde tous ces de cafards. Ça me dégoûte, j'arrive pas à croire qu'il laisse ces cafards vivre ici. » Mon père a vu ce que Patrick Steyn était prêt à faire à ce moment-là. Il s'apprêtait à sortir son arme et à tirer sur ces deux femmes. Mon père a dit à Steyn quelque chose comme « Mec, quelqu'un va appeler les flics. Tu veux pas que l'histoire se finisse comme ça. » Mon père a commencé à sortir son arme lui aussi, parce qu'il a senti que Patrick était vraiment à deux doigts d'appuyer sur la gâchette. Mais il a réussi à faire redescendre la colère de Patrick. Ce jour-là, c'est un épisode qui a vraiment marqué mon père. Ça l'a beaucoup perturbé. Pendant cette petite visite en voiture, Patrick Steyn a lui-même révélé autre chose à Dan. Il faisait partie d'une autre milice qui s'appelle Kansas Security Force. Patrick lui a dit qu'il cherchait à recruter des membres au sein des Three Percenters. Il voulait des hommes prêts à agir d'une quelconque manière. Il a proposé à Dan de les rejoindre. Quand il est rentré, ça se voyait qu'il n'allait pas bien. On aurait dit qu'il allait fondre en larmes. Ce qui s'était passé l'avait terrifié. C'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte que c'était dangereux. Il a très sérieusement considéré l'idée d'arrêter d'être informateur. J'ai dû prendre mon courage à deux mains, parce que si Dan décidait qu'il ne voulait plus être notre infiltré, il pourrait se passer quelque chose d'horrible sous nos yeux. Ça m'a fait très peur. Dan était en pleine hésitation. La situation était très dure pour lui. Mon rôle à moi, c'était d'aller parler à Dan. C'était très important de le soutenir. Je lui ai dit que je savais qu'on lui demandait quelque chose de très compliqué, mais qu'on avait besoin qu'il parte en surveillance avec Steyn. Il devait être présent aux côtés de Patrick pour pouvoir lui parler et le calmer si celui-ci voulait tenter quoi que ce soit de dangereux. Après cette discussion, mon père a prié pour avoir des réponses et il nous a demandé notre avis. Il nous a dit que c'était le genre d'homme qui serait capable de venir devant chez nous en pleine nuit et d'ouvrir le feu. Il ne voulait pas mettre notre famille en danger. Je me souviens que notre décision en tant que famille a été de lui dire qu'il devait continuer. Quelques jours plus tard, mon père a dit à Patrick Steyn qu'il voulait rejoindre sa milice. Dans le sud-ouest du Kansas, la Kansas Security Force était dirigée par Curtis Allen. Il y avait une douzaine de participants. Les réunions de la Kansas Security Force se déroulaient au téléphone la nuit. On avait donné un enregistreur à Dan et il a essayé d'enregistrer ses appels nocturnes pour nous. Mon père répondait à ses appels dans sa chambre, mais j'entendais tout à travers le mur. Curtis Allen, Gavin Wright et aussi Patrick Steyn. Ces trois-là
C'étaient ceux qui parlaient le plus. Qu'est-ce que vous savez sur les musulmans et l'islam? C'est que des cafards et des fils de... C'est complètement lunaire. Ils ont tellement de haine en eux. Et ils dirigent cette haine vers un groupe de gens innocents. Ils ne les ont jamais rencontrés, ils n'ont rien à voir avec eux. Mais ils les détestent. À vrai dire, il n'existe pas un seul p*** de bons musulmans. Si ces b****s voulaient faire le bien, ils crèveraient, bordel. À ce stade, leur degré de haine était plus élevé que tous les autres membres de milices que l'on surveillait aussi en parallèle. Mais ça ne reste que des paroles. L'une de mes inquiétudes durant cette enquête, c'était qu'on passait des centaines d'heures à faire des recherches et à surveiller ce groupe sans savoir s'ils allaient réellement passer à l'acte un jour. Et puis en juin 2016, toute cette investigation a pris une nouvelle tournure. Des coups de feu ont été tirés. Nouvelle information en direct du comté d'Orange. Une fusillade a éclaté dans le centre-ville d'Orlando au niveau de la boîte de nuit Pulse. Avancez! Tout le monde les mains en l'air! Les mains en l'air! Il n'y avait qu'un seul tireur qui, au milieu du massacre, a appelé les secours et a dit appartenir à l'État islamique. Stein a appelé Dan après la fusillade à Orlando. Il ne parlait que de réagir en conséquence. On doit faire quelque chose. C'en est assez. Je veux faire le ménage. Putain, j'en ai marre. Ces sacs à merde arrivent par avion entier. Je me verrais bien enfoncer leur porte et canarder ces connards avec mon flingue. À ce moment-là, il a eu comme un déclic. Il était convaincu que la Kansas Security Force devait agir et qu'elle devait le faire maintenant. Patrick a voulu tenir une réunion de la milice dans un champ. Ce n'était pas un choix anodin. C'était un champ à l'est de Garden City, assez excentré. Il a lui-même expliqué « On va faire notre réunion dans un champ, comme ça le FBI ne pourra pas nous enregistrer. » J'ai dit à Dan que lui aussi, il devait participer à cette réunion. On s'est tous mis d'accord. Dan devait avoir un enregistreur sur lui. La nature de cette réunion semblait criminelle. On savait que ce serait le commencement d'une activité criminelle et une preuve d'un complot pour commettre ces crimes. C'est exactement ce que le FBI cherche à établir lorsque l'on accuse quelqu'un de conspiration. C'était une preuve. Ce jour-là, il faisait extrêmement chaud. Mon père était plus anxieux que d'habitude. Ça le stressait de porter l'enregistreur. On avait une équipe de surveillance sur le terrain. Mais quand je dis sur le terrain, en fait, ils étaient à une trentaine de kilomètres. En fait, Dan était tout seul dans ce champ. On s'était mis d'accord sur le fait qu'il m'envoie un message de temps en temps pour m'assurer qu'il allait bien. Il m'a envoyé un message quand il est arrivé. Ensuite, il nous a envoyé un seul message pendant la réunion. Et puis, il ne nous a plus donné de nouvelles. J'ai contacté notre équipe de surveillance et je leur ai demandé s'ils voyaient quelque chose. Mais la réunion se tenait dans un tel lieu qu'ils ne pouvaient pas rouler et voir ce qui se passait. Au bout d'un moment, ça nous a inquiétés. Le pire scénario, c'était que quelqu'un ait découvert que Dan travaillait en fait pour nous et qu'il l'ait tué. Et que moi, je ne sois pas intervenue. Qu'il soit tout seul au beau milieu d'un champ, mort, et que je retrouve juste son cadavre. On savait que c'était un groupe qui parlait beaucoup. Et longtemps. Donc, je m'attendais à ce que leur réunion dure au moins 2 ou 3 heures. Mais plus j'attendais d'avoir de ces nouvelles, plus j'avais peur qu'il se soit passé quelque chose. Je voyais les minutes défiler. On a commencé à se dire qu'il fallait peut-être qu'on intervienne. Mais c'est à ce moment-là que Dan m'a envoyé un message qui disait « Je vais bien, mais je suis à l'hôpital. » J'ai eu peur. Quoi? Pourquoi tu es à l'hôpital? Qu'est-ce qui s'est passé? Dan m'a raconté que quand il est arrivé à la réunion, il ne se sentait pas bien, mais qu'il avait quand même pris part à la discussion, jusqu'à ce qu'il fasse un malaise. En fait, il était déshydraté.
Quand il a senti qu'il allait s'évanouir, sa première pensée a été « Ils vont trouver l'enregistreur ». Il était inquiet. Il ne savait pas ce qui allait se passer une fois qu'il serait inconscient. Finalement, ils ont appelé une ambulance et ils n'ont pas trouvé l'enregistreur. On s'est tout de suite rendu à l'hôpital. On a découvert qu'on avait vraiment bien fait d'être à cette réunion. Elle a été capitale. Et Patrick Steyn avait bel et bien franchi un nouveau cap. Faut prendre un p*** de lance-roquette pour et toute la mosquée, faire sauter cette merde. Cet enregistrement, c'était les premières bases nécessaires pour monter un dossier d'enquête criminelle. Vous leur avez dit de quoi on allait parler? On va parler de tuer des gens et passer notre vie en prison. Donc si vous ne voulez pas être lié à ça ou en subir les conséquences... Certaines personnes présentes à la réunion ont quitté la milice. La plupart des gens qui sont pour les milices ne souhaitent pas voir les milices s'en prendre à des gens à cause de leurs croyances religieuses. Après la réunion, un noyau dur de 4 personnes s'est formé. Patrick Steyn, Kevin Wright, Curtis Allen et Dan Day. Gavin Wright avait vécu au sein même de Garden City, presque toute sa vie en réalité. Il était électricien. Curtis Allen était un ancien militaire. Il avait atteint le grade de lieutenant dans l'armée. Même s'ils avaient tous grandi dans cette ville, c'est leur isolation au monde extérieur qui les a liés parce que ils ont tous pu accuser un même groupe d'être responsable de leur malheur. C'était de la faute des musulmans. Après la réunion durant laquelle mon père s'est évanoui, ils ont créé leur propre groupe de discussion pour échanger de manière plus privée. Ils ont appelé ce groupe les Croisés 2.0. Pour Patrick, les premiers croisés n'étaient pas allés assez loin. Il voulait démarrer une deuxième vague de croisades, durant laquelle ils extermineraient tous les musulmans. Ce groupe de 4 personnes s'est retrouvé pour la première fois en août 2016. Et ils ont décidé que la première étape était d'établir une cible précise. Ils ont fini par se mettre d'accord pour viser les appartements qui se trouvent au niveau de Mary Street à Garden City. Ah, les cafards qui envahissent notre pays doivent dégager. On vient d'apprendre que Garden City est la plaque tournante sur laquelle ils arrivent avant de se disperser. Les résidents des appartements du complexe de Mary Street étaient somaliens pour la plupart. Et il y avait également une mosquée au milieu de ces appartements. Donc ils se sont dit que c'était la cible parfaite. Ils pouvaient tuer plein de musulmans d'un coup et le faire pendant qu'ils priaient en plus de ça. Il y a un complexe d'appartements là-bas. Je ne serais pas contre acquérir un lance-roquette. Je me priverais pas de l'utiliser là-bas. J'exploserais leur d'appartement. On n'avait aucune idée de ce qui se tramait, parce que on faisait juste notre vie. On va simplement au travail, on rentre, on mange et voilà. On ne fait de mal à personne. Donc pourquoi est-ce que quelqu'un penserait qu'on lui a fait du tort ou qu'on a fait du mal à ses proches? C'est ironique parce que la plupart des immigrés somaliens qui habitent ici ont fui pour échapper à la violence et aux actions de l'État islamique. C'est vraiment invraisemblable que des gens pensent que nous, on serait en lien avec Daesh ou d'autres groupes violents. On a continué à les surveiller pendant plusieurs mois et on a découvert qu'ils voulaient utiliser des explosifs. Ils voulaient viser le complexe d'appartements de Mary Street et ils voulaient commettre l'attaque juste après les élections présidentielles. Ce qu'ils ne voulaient absolument pas, c'est que leur acte influence l'élection d'une quelconque manière. Patrick Steyn partait avec un avantage. Comme il travaillait avec l'entreprise agricole de sa famille, il avait accès à des produits fertilisants. Il pouvait se servir en grande quantité. Grâce à cela, il a eu l'opportunité de réfléchir à comment construire un explosif beaucoup plus important et donc plus dangereux. Je dirais que c'est à cette période que mon père a commencé à se réveiller en sursaut au beau milieu de la nuit. Il avait toujours l'impression qu'il attaquait quelqu'un ou qu'il essayait de s'enfuir.
Dans l'un de ses cauchemars les plus récurrents, il n'avait pas réussi la mission qu'il avait. Et il nous avait raconté qu'il voyait une femme somalienne qui marchait avec sa fille encore toute jeune, et quand elle se retournait vers lui, leur visage était arraché. Vers la fin du mois de septembre 2016, alors que l'élection allait se tenir en novembre de la même année, Curtis Allen et Gavin Wright ont annoncé à Patrick et à Dan qu'ils avaient réussi à confectionner un premier explosif qui pourrait déclencher une très grosse bombe qui tuerait beaucoup de gens. Ça t'a brûlé? Comment? Je l'ai allumé avec un briquet et ça a brûlé tous les poils de mon doigt. Tout est parti d'un coup. J'en avais plus aucun. C'était pas un petit truc, il y avait du feu. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit « Putain, ça craint ». C'est là que j'ai commencé à faire des insomnies parce qu'il n'y avait plus de doute. Ces hommes sont en capacité de faire exploser une bombe au nitrate d'ammonium. Maintenant, on doit les surveiller tous les jours, à chaque instant, jusqu'à ce qu'on puisse les arrêter. Dans toute enquête, la règle numéro 1, c'est qu'on doit finir par remplacer l'informateur par un agent infiltré. On considérait faire cet échange depuis un bon bout de temps déjà. Durant notre enquête, Dan avait mentionné au groupe que certains membres de sa famille avaient l'habitude de prendre part à des activités criminelles. C'était parfait pour effectuer la transition. Dan a pu leur dire, au fait, je vous avais parlé de mon cousin. En fait, il travaille pour une organisation criminelle. C'est comme ça que notre agent infiltré a été présenté, comme un homme qui pouvait se procurer du matériel et qui en savait beaucoup sur les explosifs. À partir de là, notre plan consistait à convaincre Patrick Steyn, Curtis Allen et Gavin Wright de venir à la rencontre de notre agent infiltré pour qu'il lui demande de fabriquer une bombe pour eux. À ce stade de l'enquête, on ne souhaite pas seulement avoir le contrôle sur ces personnes. On se doit de l'avoir. Notre but principal est de limiter au maximum la possibilité que les 3 membres du groupe fabriquent leurs propres bombes eux-mêmes. Curtis était très méfiant. Il se demandait en permanence si ce n'était pas un coup monté. Mais c'est parce qu'il fait ça depuis un bon bout de temps. Ouais, je comprends. Mais le problème, c'est que je préférais que personne ne se connaisse. Ouais, c'est vrai. Voilà ce que j'en pense. Le pire qui pouvait se passer, c'est qu'ils ne veuillent pas rencontrer notre agent infiltré, qu'ils ne fassent plus confiance à Dan et l'écartent du projet, et qu'ensuite, ils poursuivent leur plan et fabriquent une bombe sans qu'on puisse agir. La décision qui a été prise pendant la réunion des membres de la milice des Croisés était la suivante. Patrick Steyn se rendrait au rendez-vous fixé avec notre agent infiltré en tant que représentant, mais les autres n'iraient pas. Tu lui expliques pourquoi on est méfiant et ce qu'on en pense. Tu vois ce qu'il répond. Les Croisés avaient préparé une liste de matériel que l'agent infiltré pourrait potentiellement se procurer pour eux. Ils n'avaient aucun doute qu'ils pouvaient les obtenir eux-mêmes. Mais ça irait plus vite si ça venait de quelqu'un d'autre. Ce moment fait partie de ceux pendant lesquels on se dit « ça pourrait mal tourner pour plein de raisons ». On n'est pas à l'aise quand on fait ça. On a affaire à Patrick Steyn qui a un caractère assez lunatique. On a demandé à Dan de se rendre en plein milieu d'une zone rurale. Steyn le suivait dans sa propre voiture. Le principal agent infiltré, Brian, avait fait venir des hommes qui travaillaient avec lui. Dan a fait les présentations. Et puis ensuite, il est parti. À ce moment-là, Steyn et Brian sont montés à l'intérieur d'une des voitures pour discuter. Je vais être honnête avec toi. On est des en matière de bombes. On est des de campagnards, mais tu sais quoi? J'en ai ma claque que ces viennent dans notre pays. Pour tout te dire, si on n'agit pas dans les mois à venir, ils vont finir par prendre le contrôle de toutes les villes. C'est tous ces djihadistes qui font exploser des gens, bordel. Explique-moi le plan, je veux pas aider ces de djihadistes qui vont tuer mes proches. Tu comprends? La bombe, c'est pour... Enfin non, pas pour eux. J'allais te dire de dégager de ma voiture. C'est pour les tuer. C'est vrai? Ça me va. Ça me pose pas de problème. À la fin de leur discussion, Brian a dit à Steyn « Je vais y réfléchir, et quand j'aurai pris une décision, je te dirai si je souhaite vous aider. »
Quelques jours après la première rencontre avec l'agent infiltré, Brian envoie un message à Stein qui dit « Salut, c'est le gars que t'as vu. Je vais vous aider parce que votre projet me plaît. » Patrick Stein est retourné voir les croisés et ils ont fait une réunion. Ils ont fini par prendre une décision. Patrick Stein irait de nouveau à la rencontre de Brian. Ils avaient prévu que lorsqu'ils se retrouveraient, Stein conduirait Brian jusqu'aux appartements sur Mary Street. Là-bas, il lui expliquerait en détail le plan que les croisés avaient élaboré. Le deuxième rendez-vous entre Stein et Brian était crucial pour le développement de l'enquête. On avait déjà beaucoup de preuves, mais il nous en fallait plus. On voulait entendre Patrick dire qu'il fournirait les matériaux bruts nécessaires à la confection de la bombe à Brian. Brian prendrait ce qu'il faut pour la bombe. Mais Brian fournirait une fausse bombe qui serait parfaitement au point à Patrick Stein. À ce moment-là, on a confiance en notre plan d'attaque. Mais tout à coup, on reçoit un appel. C'était la veille du rendez-vous prévu entre Stein et Brian. On préparait le lendemain. La petite amie de Curtis Allen a appelé les secours. Elle leur a signalé que Allen avait fait exprès de lui interdire de quitter son appartement. Il avait été violent physiquement et qu'elle avait peur pour sa sécurité. Pendant l'intervention, la petite amie d'Allen a mentionné que Curtis faisait partie d'une milice et qu'il fabriquait des explosifs. Là, on s'est dit que ça changeait tout. On avait tout organisé de notre côté dans cette enquête. Et on touchait presque au but. Ça nous mettait des bâtons dans les roues. On s'est demandé comment on allait procéder. On ignore l'impact que cette arrestation va avoir sur les autres. Est-ce qu'ils vont se disperser? Ou est-ce que ça va plutôt les pousser à mettre leur plan à exécution au plus vite? On a dû travailler avec les autorités locales. Ce sont eux qui ont appelé le FBI. Ils leur ont dit « On tient quelque chose qu'on ne peut pas gérer seul, on a besoin de votre aide ». On devait s'assurer qu'aucune information ne fuite. On devait faire très attention à ce que le moins de gens possible soient au courant, ce qui est très difficile à mettre en place dans une petite communauté rurale. Parce qu'en fait, tout le monde se connaît par la famille ou les amis. On a demandé aux autorités locales qui avaient arrêté Curtis de l'empêcher d'avoir des contacts avec des personnes extérieures à la prison. On ne voulait pas qu'il fasse passer des informations. Le FBI a demandé à mon père de rester en contact avec Gavin Wright et Patrick Stein pour savoir comment ils prenaient la nouvelle et ce qu'ils comptaient faire. C'était eux les plus imprévisibles. Ces deux-là étaient prêts à prendre la route et tuer quelqu'un. C'était la période la plus stressante de toute l'enquête. Gavin va-t-il s'enfuir? Stein va-t-il agir sans attendre les autres? J'étais stressé. Je passais mon temps au téléphone à enchaîner les conversations avec nos supérieurs et les différents procureurs. Cela change notre plan. Est-ce qu'on maintient le rendez-vous avec notre agent infiltré prévu demain? Tout le monde est d'accord. Oui, cela présente peu de risques. On le maintient. Ils avaient prévu que lorsqu'ils se retrouveraient, Stein conduirait Brian jusqu'aux appartements de Mary Street. Là-bas, il lui expliquerait en détail le plan que les croisés avaient élaboré et ce qu'ils attendaient de lui. Je ne pensais vraiment pas que Patrick Stein viendrait au rendez-vous le lendemain. Pour moi, cette affaire allait lui faire peur. Et son plan tomberait à l'eau. Le matin du deuxième rendez-vous, on était en train de se préparer. On mettait tout en place pour ce rendez-vous comme si Stein allait venir. On faisait comme prévu. On savait que c'était un électron libre. Quand il est arrivé, je n'en croyais pas mes yeux. Mais on n'avait pas une minute à perdre. Maintenant, il fallait qu'on fasse ce qu'on était venu faire. Où est-ce que vous comptez faire ça? Tu m'as envoyé l'adresse, mais j'ai pas mon téléphone. On peut y aller ensemble. Patrick est monté dans la voiture des agents infiltrés. Il leur a fait faire le tour de Garden City. Tu vois le lotissement d'appartements juste ici? Ouais. C'est ici, il n'y a que ça ici. Des p***s de sacs à merde. Ah ouais? Ouais, que des cafards. Partout?
Chaque d'appartement en est rempli. J'avais jamais entendu le terme cafard, c'est pas mal. Je vais te le piquer, les cafards. Il est pas mal. Si seulement je pouvais installer une caméra pour pouvoir brancher cette de Wi-Fi et regarder le massacre en direct. Au final, cette conversation montre tout ce qu'il y a à savoir sur cette affaire. Ces hommes sont très sérieux, leur acte ne sera pas accidentel. Ça te va? Nickel. Super, allez, va te reposer. Ouais, je vais faire ça, j'ai hâte d'y être. En l'espace de quelques minutes seulement, on est passé d'avoir l'impression que nos recherches allaient tomber à l'eau et que toute l'affaire était anéantie, à la certitude qu'on avait les preuves nécessaires. C'était l'euphorie. Après cet échange, on a travaillé toute la nuit pour obtenir les mandats de perquisition et pour mettre en place ce qu'on allait faire concrètement le lendemain matin. Dans cette affaire, certaines personnes avaient un accès direct à des explosifs. C'était ces personnes-là qu'on devait arrêter, au plus vite. Le lendemain matin, on était tous très stressés. L'objectif principal, c'était que les personnes impliquées n'encourent aucun danger. Beaucoup d'équipes étaient mobilisées. On a fini par choisir d'arrêter Patrick Steyn sur le parking d'un restaurant. Notre plan consistait à attendre que Steyn apporte l'engrais qu'il avait chez lui à Brian, notre agent infiltré, pour qu'il fabrique la bombe. Une fois la transaction effectuée, on procéderait à l'arrestation de Patrick Steyn. Brian et 2 ou 3 autres agents infiltrés attendaient sur le parking que Patrick arrive dans sa propre voiture. Quand il est arrivé, ils ont transféré la cargaison d'engrais de son pick-up au véhicule des agents infiltrés. Il y en a assez pour faire sauter plusieurs bâtiments. Génial. Super. Je vais te dire, c'est en partie pour ça que je suis content que tu fasses partie de notre équipe. T'es un p***, de génie. Brian a donné le signal en disant une certaine phrase. Et c'est là que l'équipe du SWAT est arrivée. Ils ont arrêté Steyn et Brian en même temps. Bordel de... Mec, qu'est-ce qui se passe, bordel? C'est pas ça. C'est un moment difficile à décrire. On était extrêmement soulagés quand on a appris que Patrick avait été arrêté et que quelques minutes plus tard, on nous a dit que Gavin avait été arrêté. On n'a plus besoin de s'inquiéter qu'il tue des innocents. On était enfin certain qu'il n'y avait plus de danger. Tout ça était derrière nous. Quand on a appris leur arrestation, on a tous été contents. On a célébré cette nouvelle en famille, mais ça n'a pas duré longtemps. On avait très peur des représailles. Peu de temps après l'arrestation, on a adopté un pitbull comme chien de garde. Et on a surtout... On a commencé à être sur nos gardes. Curtis Allen était déjà en détention provisoire depuis quelques jours pour violence domestique. Gavin avait été arrêté, Patrick avait été arrêté, donc ils se retrouvent tous les trois. Et c'est là que Patrick se rend compte que Dan n'est pas avec eux et Brian non plus. Le jour même, Patrick Steyn appelle sa mère depuis la prison. Au téléphone, il lui dit « Maman, dis-le à tout le monde. » Va sur mes réseaux sociaux. D'accord. Tu vas écrire le message suivant. Dan Day. D-A-Y. Est un p*** d'agent. Il faut relayer le message. D'accord. Notre plus grande peur, c'était que quelqu'un débarque chez nous pour nous torturer ou nous tuer en guise de représailles, parce que mon père avait aidé la police. Mon père n'a jamais regretté ce qu'il a fait. Mais d'un autre côté, ça l'a complètement tiraillé. Il n'aimait pas le fait de mettre notre famille en danger. Mon père a développé un gros trouble anxieux. C'est allé très vite en réalité. Donc, nous, en tant que famille, on avait surtout très peur à cette période-là. Parce que même si on avait la protection du FBI et de la police, et qu'ils se voulaient très rassurants, on ne peut jamais être vraiment sûr à 100%. C'est à cette époque qu'on a installé des caméras de surveillance, qu'on a pris un chien de garde et qu'on a acheté plus d'armes. On a fait notre maximum pour essayer de calmer nos inquiétudes sur ce qui pourrait potentiellement se passer. Mais l'anxiété de mon père ne l'a jamais laissé tranquille. 3 hommes du sud-ouest du Kansas
Curtis Allen, Patrick Steyn et Gavin Wright ont été inculpés aujourd'hui par le tribunal fédéral pour terrorisme sur le sol américain. Ces accusations reposent sur 8 mois d'enquête menée par le FBI. La communauté somalienne était très choquée. Ce n'était pas un simple coup de massue, ça résonnait comme un double coup de massue. Certaines personnes de la communauté étaient en colère, mais la plupart étaient tristes. Ça nous a brisé le cœur. Rien que de se dire que quelqu'un voulait nous tuer, c'était presque trop difficile à croire pour être réel. Ça a changé certaines choses au sein de la communauté. Beaucoup de gens ont déménagé. On parlait beaucoup de ce qui aurait pu se passer. En préparation du procès, l'une des choses que j'ai demandé aux autorités de faire, c'était de créer une réplique d'une bombe. Elle devait être de la même taille que celle qui aurait été utilisée. On voulait montrer les dégâts qu'ils auraient faits. Si leur bombe avait explosé comme prévu, on se serait retrouvé face à un trou béant rempli d'une épaisse fumée noire, là où se trouvait le complexe d'appartements situé au 312 West Mary Street. Dans ce trou, il ne fait aucun doute qu'on aurait pu compter les cadavres de plus d'une centaine de personnes réfugiées. Je n'ai absolument aucun doute quant au fait que l'enquête du FBI ait empêché un autre attentat similaire à celui d'Oklahoma City. Les trois ont été inculpés pour tentative d'usage d'une arme de destruction massive et conspiration en vue de commettre un crime haineux. Ils ont tous les trois été reconnus coupables des 2 chefs d'accusation. Curtis Allen a reçu une peine de 25 ans, Gavin Wright a écopé de 26 ans et Patrick Steyn a été condamné à 30 ans. Mais on ne peut pas parler de cette enquête sans mentionner le vrai héros de cette histoire, qui est Dan Day. Tout ce qu'il voulait réellement, c'était de s'assurer que sa ville et ses habitants soient en sécurité. On n'aurait pas pu mener notre enquête sans Dan Day. Il était la parfaite incarnation de faire le bien, même si ça peut nous coûter cher. Mon père n'est plus là pour raconter son histoire parce que il est décédé il y a quelques mois. Il a eu des problèmes au cœur. C'était en partie dû à la dépression et aux conséquences de ce qu'il a vécu. Tout ce qui faisait de lui l'homme qu'il était faisait de lui un héros. Il croyait à un monde meilleur, il était déterminé et il a enduré tout ça pour sauver des gens qu'il ne connaissait même pas. Mais pour lui, sauver la vie de ces gens valait le coup de se mettre en danger. Que quelqu'un fasse tout ça pour qu'on puisse vivre notre vie librement, les mots nous manquent pour exprimer ce qu'on ressent. J'ai envie de lui dire, on t'est très reconnaissant. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est de savoir qu'on a réussi notre mission. On a découvert un complot et on a réussi à le déjouer. Il y avait des gens qui mettaient tout en œuvre pour tuer des innocents. Et on a réussi à les empêcher d'agir. Pour moi, c'est un vrai succès.